Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Ping, qui est un podcast sur le leadership et sur le care. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Antoine Fenolio, qui est designer, qui est le fondateur de Sismo, de Les Sismo. De Sismo, oui. De Sismo. Et ensemble, on va parler de design d'expérience, on va parler du rôle du design, de ce que c'est que le design. Est-ce que tu veux m'expliquer justement, pour commencer, ce que c'est que ta définition du design ? Bonjour. J'aime bien ne pas en donner de définition du design, notamment parce que c'est un métier qui est en mouvement permanent et qui a beaucoup aussi de chapelles qu'on peut enfermer parfois sa pratique. Alors on peut penser au design de mobilier, plus créateur, ou au design thinking, etc. Je pense que c'est une pratique qui est beaucoup plus mouvante et qui a un intérêt justement parce qu'elle n'est pas très attrapable et ça lui donne quand même une force dans sa pratique en entreprise, dans l'organisation, qui est un peu complémentaire à celle de l'ingénierie ou du business. Mais à l'origine, nous, quand même, l'inspiration qu'on a par rapport au design, c'est plutôt l'élan qu'a donné William Morris à la fin du 19e siècle en Angleterre, qui est ce qu'il a appelé, lui, le dessin à dessin EIN. Donc, c'est-à-dire d'abord une volonté de dessiner socialement un mode d'être, un mode de relation, et ensuite de voir s'il y a besoin d'objets, d'architecture, de services autour, mais pas dans l'autre sens. Et c'est vrai que quand on parle de design, souvent on pense objet. Et dans les objets, il peut y avoir du care, mais quand on parle de care, on sous-tend aussi la question environnementale. Du coup, ça s'oppose un petit peu. C'est aussi pour ça que je te demandais la définition du design. Mais pour toi, si c'est pas un design d'objet, qu'est-ce que ça peut être d'autre et en particulier au Sismo, sur quoi vous travaillez en fait ? Nous, aujourd'hui, bien qu'on vienne du monde du design industriel, donc on a fait beaucoup d'objets à l'origine, aujourd'hui on fait assez peu d'objets, mais on fait plutôt ce qu'on appelle du design de service. Donc ça peut être, je sais pas, de l'amélioration d'accueil, du lien d'usage dans une équipe, etc. Il y a du design, bien sûr, numérique, de l'architecture, donc des espaces, des lieux de vie, mais aussi du design d'organisation, ou ce qu'on appelle du design de politique publique. Donc ça, c'est des commandes publiques sur la manière de mieux interagir avec des services publics, par exemple, ou d'amener de la transparence dans les services ou la communication qui est possible. D'accord. Et moi, je t'ai connu bêtement par Cynthia Fleury. Je dis bêtement parce que voilà, je pense que c'est assez courant malgré tout. Cynthia Fleury, qui est une philosophe, qui est la philosophe qui s'intéresse au care en France, enfin la principale en tout cas. Comment on en arrive, quand on est designer, à faire un partenariat avec une philosophe ? En fait, dans la pratique qu'on avait, au bout de 15 ans, on était vraiment à des niveaux des entreprises qui étaient très élevés, où on nous demandait de dessiner des centres d'innovation, de réfléchir à des expériences qui permettaient un petit peu d'anticiper le futur, etc. Et dans les résultats qu'on amenait, moi, commençais à être un peu gêné sur, effectivement, est-ce qu'on était sûr d'avoir une connaissance éthique de nos pratiques et des résultats qu'on proposait, qui nous permettait d'être convaincants pour ces codires et autres sur les éventuelles externalités positives ou négatives que créaient les projets qu'on avait ensemble. Et dans ce cadre-là, par une journaliste en commun, on s'est rencontré avec Cynthia et ça a été vraiment, je dois dire, un peu un coup de cœur professionnel, notamment parce que c'est d'abord une philosophe politique, avant d'être une philosophe du care, donc qui arrive très bien à mettre en conceptualisation ce que nos faits et gestes du quotidien individuel veulent dire politiquement et vice versa. Et cette conceptualisation, elle, par le fait qu'elle soit très inclue notamment dans les mondes hospitaliers, la chaire de philosophie à l'hôpital qui est au GHU, psychiatrie et neurosciences par exemple, elle avait aussi envie que ça puisse se retranscrire de façon tangible sur le terrain. Donc c'était un peu, on faisait le chemin inverse, c'est-à-dire moi, on a tout de suite dit, finalement, voilà, on va incarner ce qu'est penser et faire, et comment on peut faire ces allers-retours entre se penser et se faire, se penser par la philosophie politique et le faire par le design. Donc c'est comme ça que ça a commencé, et j'avoue que ça a été une rencontre qui a déclenché, c'est vraiment ça, ça a complètement modifié notre pratique et ça a déclenché des séminaires de recherche, d'intégrer des thèses dans cette toute petite entreprise qui est les Sismo, de commencer à travailler dans des environnements avec des vulnérabilités très très fortes, que ce soit la psychiatrie ou autre, et d'apprendre énormément de ces éthiques du care qui sont des éthiques très pragmatiques en fait. Et du coup, à chaque fois qu'on parlait d'un sujet ou que je disais à Cynthia, on réfléchit à telle et telle chose, sa manière de voir les sujets, c'était comme si
il y avait un enrichissement lumineux des cahiers des charges. Vraiment, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, d'un coup, on pouvait prendre les choses sous un angle qui donnait une perspective à la création qui était vraiment différente. Je peux te donner un petit exemple qui m'avait marqué, un des premiers exemples. On travaillait sur un petit îlot urbain dans une grande ville où on nous avait demandé, de façon assez classique pour un designer, d'améliorer les circulations, les flux, les usages, etc. Et puis, bon, je trouvais le projet un peu patinait un petit peu. Je ne trouvais pas qu'on avait vraiment quelque chose qui était très intéressant à dire. Donc, lors de nos réunions de travail avec Cynthia, qui sont hebdomadaires, je lui dis, bah, tu vois, là, on travaille là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses. Et puis, elle me dit, mais tu sais, le premier architecte de la ville, c'est le soin. Et d'un coup, ce que tu vois, toi, de ton projet, change complètement. Tu dis, ah ouais, tiens, si c'est ça, alors, dans tous les points de passage qu'on a vus, elle est où, là ? Où sont les endroits où on a besoin de soins ? Tiens, c'est cette petite dent creuse où il y a quelques végétaux sauvages qui sont apparus et que tout le monde a envie de dézinguer. Tiens, c'est cette partie-là où tout le monde pense que c'est un coupe-gorge. Tiens, c'est ce bâtiment qui est en train de s'effondrer. Tiens, c'est cette personne qui a ici, qui a un savoir-faire incroyable et qui va disparaître avec. Donc voilà. Et d'un coup, ça change complètement la manière dont le design peut s'approprier un espace commun, peut le redessiner, etc. Et c'est valable aussi bien sur cet exemple public que sur d'autres exemples qui peuvent être dans des organisations privées. Je suis très curieux justement de comprendre comment ça a beaucoup modifié notre pratique. Et j'adore ces exemples-là parce que c'est hyper concret. Est-ce que tu as des exemples sur justement cette modification de pratique? Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Alors bien sûr, ce que tu disais, il y a travailler dans des milieux où il y a énormément de vulnérabilité. Oui. Et ça a forcément un lien parce que je crois malgré tout que nos populations hors hôpital sont de plus en plus dans des situations de vulnérabilité par rapport au climat, tout simplement. Donc ça va avoir des impacts nécessairement. Les organisations sont en vulnérabilité aussi, donc je serais très curieux de comprendre comment ça a fait bouger votre pratique. Ça a fait bouger d'abord notre pratique par quelque chose qui a un angle, qui est un exercice de réflexion qui est assez simple à faire, qui est de dire, vous prenez un sujet, et au lieu de regarder la toute-puissance dans laquelle vous exprimez ce sujet d'entreprise, on va prendre une entreprise, quelle qu'elle soit. Voilà, alors on a une plateforme de marque, du corporate, on est tous assez forts, on a des marchés, on a des trucs, on a des machins. Et au lieu de regarder ça comme ça, vous regardez tout sous l'angle de ce qu'il y a de plus vulnérable au sein de cette organisation. Et ce plus vulnérable, c'est aussi bien des choses qui peuvent être externes que des choses presque individuelles. C'est-à-dire que là, je pense à un projet qu'on a fait où il y a 2 BU, où il y a un taux de burn-out qui explose. On ne comprend pas pourquoi, etc. Il faut aller voir et questionner cette vulnérabilité. Pourquoi elle s'exprime à cet endroit-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour, et là on rejoint les éthiques du CARE, d'une part la reconnaître et dire, oui, on voit qu'ici, il y a un problème. Et donc, une fois qu'on l'a reconnu, on prend la responsabilité d'y répondre. Ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi par rapport à une pratique dans une organisation. Cette responsabilité, on n'est pas sûr d'avoir le savoir-faire, mais il faut l'accepter. Donc, le troisième point, c'est qu'on va essayer de professionnaliser cette responsabilité. Parce qu'il y a des endroits aujourd'hui de vulnérabilité, parce qu'on va être dans un système qui pollue un écosystème, par exemple. En fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Eh bien, c'est pas grave. On y va, on s'entoure et on essaye de professionnaliser ça et de le mettre dans un système économique et social. Et ensuite, la quatrième chose, c'est d'accepter la réflexivité, c'est-à-dire d'accepter que quand vous prenez soin d'un environnement, d'une équipe, etc., c'est aussi parce que vous êtes capable de reconnaître votre vulnérabilité et que c'est un échange avec l'autre qui vous permet de dire « est-ce que là, j'ai créé du soin ?» C'est pas vous qui dites « oui, là, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait ». Non, c'est pas sûr. Si les personnes en face ne le reçoivent pas comme ça, c'est qu'il y a une problématique dans le mouvement qui a été créé autour de ce soin qui est amené. Mais alors, je vais poser une question idiote sans doute, mais comment le design peut aider dans une situation où dans une BU, par exemple, il y a beaucoup de burn-out? Est-ce que c'est le rôle du design, des RH? Alors, nous, bien sûr que c'est une question qu'on se pose parce que ça paraît très loin de la chaise, la belle chaise. Voilà, Et en fait, les outils du design aujourd'hui, c'est des outils qui ont plusieurs très grandes expertises. Le premier des expertises, c'est une capacité de regard, capacité d'enquête. L'enquête par le design, qui vient des enquêtes ethno, est une enquête très particulière, qui est une enquête à la fois familière, où on va vivre avec les gens les expériences qu'ils ont, qui est une enquête d'observation, qui est une enquête de comportement, qui est une enquête d'environnement, et qui permet d'aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain avec les personnes concernées. Donc les personnes concernées, là aussi le design a une capacité à rendre tangible de façon analytique et graphique, et j'insiste là-dessus, des situations. Donc on va par exemple cartographier la situation
de cette BU en disant les acteurs, les premiers concernés, ce sont un tel et un tel. Secondairement, ils sont en lien avec telle et telle personne par tel type de mode de communication. Est-ce que c'est en direct? Est-ce que c'est des SMS, des mails, ils s'appellent, etc., etc. Mais dans les personnes concernées, on a aussi, aujourd'hui, on peut dire que s'il y a, je ne sais pas, si cette entreprise est dans un parc, il y a aussi un écosystème autour. Il y a peut-être une mairie, il y a peut-être une association, etc., etc. On essaye de qualifier ça et ensuite de voir comment, finalement, les points qui ne fonctionnent pas dans ces interactions peuvent être représentés. Donc là, par exemple, nous, on fait ce qu'on appelle des cartographies de la cohérence. Donc on cartographie de façon très claire à toute la chaîne de valeur, dans toute la chaîne de valeur de l'entreprise, qu'est-ce qui est visé par l'entreprise, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'elle souhaiterait, quel est son engagement, et où est-ce que ça bloque, où est-ce qu'à un moment, si vous allez voir les gens, au marketing, au RH ou ailleurs, ils vous disent moi je sais que la mission c'est ça, mais en fait, moi j'ai l'impression individuellement que j'y arrive pas là. J'y arrive pas parce que j'ai pas les outils, j'y arrive pas parce que j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps, j'ai pas les ressources, j'ai pas le savoir-faire, je comprends pas ce qu'on me demande. Et ça fait des très belles cartographies qu'on essaye de rendre le plus esthétique possible, parce que la question de la beauté est aussi quelque chose qui doit re-rentrer dans ces moments-là. On les imprime en très grand dans des salles et on vient faire réagir les gens dessus en se disant « Ah oui, effectivement, là, sur l'ensemble de cette cartographie de la cohérence, il y a peut-être ce qu'on appelle, nous, de l'acupuncture, les 5 ou 6 points qu'on pourrait régler ensemble et qui vont détendre ce sentiment d'incohérence qui est vraiment un frein extrêmement fort dans un objectif, dans le fait que cette BU tourne bien, dans le fait que l'engagement qui doit être pris sur le côté environnemental ou sociétal est respecté. Donc ça permet de mettre en mouvement ça. Ces points-là, on en fait des programmes d'expérimentation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vient très fortement du CARE, c'est qu'on n'est pas sûr de pouvoir programmer de façon ferme comment résoudre les problèmes. Donc on expérimente. Donc on se dit, et ça c'est la question des proof of care, qui est notre évolution des proof of concept, qui est de dire on va expérimenter sur le terrain de manière frugale, de manière rapide, avec les personnes concernées, c'est-à-dire pas ailleurs, pas en chambre, pas vraiment avec les gens. Et on va se rendre compte de ce qui fonctionne. On va plutôt expérimenter les possibilités les plus ambitieuses, parce que s'il y a des choses dont on est tous sûrs, on les met en route, c'est pas la peine. Et on va prendre ces risques-là ensemble, et on se rend compte, on a d'ailleurs porté une thèse sur ce sujet avec l'École des Mines, sur cette question de l'expérimentation liée aux soins, que ce que crée l'expérimentation, ces proof of care, c'est bien sûr à 50% de résoudre les problèmes et de les résoudre collectivement, en coopération, mais que les autres 50%, c'est que ça recrée du collectif. Et ça, c'est une dimension de l'impact du CARE dans une organisation qui est très très fort. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'attention, le soin, c'est quand les gens se mettent ensemble autour d'une acceptation de leur propre vulnérabilité et qui prennent en main quelque chose, c'est incroyable comme ça. Ça déjà, ça crée du soin, avant même qu'on ait posé aucune solution. Donc c'est vraiment... en fait, c'est le premier C'est l'écoute et la mise en œuvre. C'est aller faire. C'est dire, ah oui, j'ai vu que là, ça faisait mal, on y va ensemble, on prend des bouts de scotch, on prend des trucs, on y va, quoi. Et là, déjà, c'est quelque chose qui arrive, que le design accompagne avec tous les acteurs. Et ensuite, on peut dessiner. Une fois qu'on a ça, on peut mettre en dessin l'architecture, le truc, on revient à quelque chose de plus classique. Mais Et c'est marrant parce que dans la première partie de ta définition, j'ai l'impression que c'était quasiment de la sociologie. Mais en fait, la grosse différence, c'est que vous apportez des solutions opérationnelles, enfin même pas opérationnelles, mais concrètes, très concrètes, tangibles. Mais alors, avant d'aller dans ces solutions, qui me semblent hyper importantes, j'aimerais bien retourner sur une partie peut-être plus, je sais pas, mentale, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que je trouve intéressante, qui est le lien entre la philosophie et le design. Je t'ai entendu en parler dans une autre vidéo, et je trouve ça vachement intéressant d'observer ça. Alors, je ne sais pas ce que j'avais dit à ce moment-là dans cette vidéo. Néanmoins, pour moi, comme je te le disais, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je pense que la philosophie étant un endroit de questionnement, le design, c'est exactement ça. C'est un endroit qui questionne, quoi. On est là pour questionner les situations, on n'est pas là pour faire du programmatique, on est vraiment là pour regarder et s'étonner et prendre des angles qui permettent aux organisations d'ouvrir des champs aveugles. Voilà. De dire, tiens, là, ça, je n'avais jamais regardé le problème comme ça. Et c'est vrai que si je mets la lumière là-dessus,
tiens, ça change quand même pas mal mon point de vue là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la philosophie a aussi cette force de pouvoir mettre en perspective. Et quand je dis mettre en perspective, c'est d'abord, et c'est souvent un travail qu'on fait, voir sur quel chemin historique on est, sur quel chemin de pensée, sur quel chemin de création on est au moment où on va prendre un problème en main. Parce que ça ne sert à rien de se dire qu'on débarque tous à l'instant T avec ce problème-là, comme si derrière nous, il n'y avait rien. Derrière nous, il y a une culture d'entreprise, il y a des savoir-faire, il y a des entreprises qui ont déjà fait face à des failles et qui ont trouvé des moyens de les résoudre. Donc il y a déjà des modes d'organisation par rapport à des failles systémiques, qu'elles soient financières, énergétiques, etc. Donc il faut qu'on ait ça en tête tous ensemble. Et ça, la philosophie, elle sait très bien aussi faire ce recul et se dire, voilà, je m'appuie sur tel et tel penseur qui lui-même nous a amenés là, et aujourd'hui j'en suis là parce que c'est un héritage. Donc on a tous cet héritage-là qu'on doit remettre en place. Et puis la dernière chose que je trouve très fort, particulièrement avec la philosophie politique, c'est cet aller-retour entre l'individuel et le collectif, qui du coup a un sens. On ne peut plus se dire nos actes tout seuls n'ont pas un sens politique et sociétal, et l'inverse non plus. Donc il faut qu'on sache qu'on est là-dedans et qu'on s'inscrive dans cette question du collectif et de l'individuel sans le nier. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment des liens qui me semblent très forts. Et parce que tu parles d'entreprise et d'individualisme, moi le lien que je fais, c'est le capitalisme. Est-ce que le capitalisme a perverti le design? Et si oui, comment? Ou en tout cas, c'est quoi le lien entre le capitalisme et le design? Dans les grandes dates de la naissance du design, il y en a plusieurs, il y a des controverses. Donc il y a William Morris, qui lui était vraiment... Ils ont créé ensemble, c'est la première fois qu'un designer et un philosophe travaillent ensemble, et c'est peut-être la dernière, et nous on a essayé de renouveler ça. Ils travaillaient avec Engels. Donc Engels, Londres, fin du 19e, ils ont créé ensemble la Ligue socialiste de Londres. Donc c'était quand même, on voit de quoi on parle. Mais il y a une autre date qui est Crystal Palace, 1852, si je me souviens bien. Donc là, c'est la première fois qu'il y a une industrialisation d'un bâtiment où on va créer les pièces en usine de façon reproductible et on va monter ce bâtiment qui est en métal et en verre comme un Lego. On monte un truc énorme. Donc c'est le début de l'industrialisation. Ce combat, il va être très fort dès le début du XXe siècle en se disant d'abord comment on peut faire en sorte, pitié, que l'artisanat et l'industrie continuent de se parler. On avait peur que les artistes, que le savoir-faire quittent le monde de l'industrie. Donc là, c'est vraiment, c'est le Bauhaus, c'est l'Art Nouveau, etc. C'est tout un courant. Mais arrive ce moment que le philosophe Huyghe appelle le surcroît, c'est qu'il y a des industries qui commencent à produire plus que ce que les gens consomment. Et notamment dans l'élevage de la viande, l'élevage des vaches. Donc on pense aux abattoirs de Chicago, au début du XXe siècle, où les gens commencent à mettre en place des situations pour qu'on consomme tout ce qui est produit en plus, ce surcroît. Donc on commence à dire la publicité, le design rentre là-dedans. Et le design fait une énorme connerie, voilà, c'est qu'il se met complètement au service et dans la roue du capitalisme. Et il n'y a plus que quelques designers, quelques penseurs du design qui vont essayer de s'extraire de ça tout au long du XXe siècle. Alors on peut parler de Charlotte Perriand par exemple, mais on peut parler aussi Victor Papanek, grande crise énergétique, les années 60, les designers radicaux italiens. Il y en a quelques-uns, mais ça reste un système presque de résistance, alors que la majeure partie des designers vont dans la lignée de Raymond Lévy, donc le streamline, les États-Unis, français qui a réussi aux États-Unis, et dont la phrase principale était la plus belle courbe est la courbe des ventes. Donc on sait de quoi on parle, tout doit ressembler à la courbe des ventes, et ça fonctionne, etc. Donc moi, je trouve que c'est là, il y a eu il n'y a pas eu d'équilibre par rapport à ça, et aujourd'hui, ça revient, heureusement, mais depuis 10-15 ans, notamment avec l'arrivée de ce qu'on appelle aujourd'hui le design social, qui a été déjà très étudié, notamment par des chercheurs comme Alain Findeli, qui est un franco-canadien qui a beaucoup écrit là-dessus, et des très beaux textes, et qui montre à quel point l'implication du designer dans la conception sociétale et environnementale est clé pour amener de nouveaux modes de regard et de nouveaux modes de conception à tout ça, qui sont complémentaires à l'ingénierie et à d'autres façons de faire. Et quand tu dis, alors je reviens sur la partie concrète, tu parlais tout à l'heure de proof of care, donc on connaît bien effectivement les proof of concept, donc les preuves de concept, et là on va parler de preuves de prendre soin, pour être dans le français, dans le texte, même si c'est leadership et care, donc on est bien dans des anglicismes. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de terme, moi j'ai l'impression, je suis très curieux d'avoir ton avis, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de traduction française, et c'est d'ailleurs
la discussion que j'ai avec Martin Serralta, que tu connais par ailleurs, que j'ai eu sur Ping, où il dit le care, c'est pas juste prendre soin, c'est plus subtil que ça. Je serais curieux de comprendre ce que ça veut dire pour toi, le care. Est-ce que tu le différencies de prendre soin? Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin? Oui, on peut le différencier de prendre soin, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont utilisés autour, hein, la sollicitude, l'attention, le soin. Moi, ce qui me séduit le plus, j'allais dire, dans la question des éthiques du care, c'est plutôt être à l'écoute des voix différentes, des voix VOX, quoi. Et ça, d'un coup, ça permet de remettre en écoute des lieux, des endroits et les voix différentes. Vous pouvez tout imaginer, hein. Ça peut être la voix du loup, comme la voix du plus vulnérable, comme la voix d'un bâtiment qui est en train de s'effondrer, comme la voix d'une atmosphère. Mais c'est vraiment essayer de regarder son environnement en se disant je fais cet exercice d'être à l'écoute de ce que d'habitude je ne vois pas. Et ce que d'habitude je ne vois pas, dans la culture dans laquelle on est, qui est issue du XXe siècle, c'est plutôt tout ce qui est de l'ordre du faible, du vulnérable, du cassé. Là, on nous a appris à ne pas regarder ça. Donc, en soi, comme autour de nous. Donc, faire cet exercice-là, c'est un exercice qui n'est pas un exercice de misérabilisme, c'est un exercice qui, au contraire, qui est d'encapacitation, c'est-à-dire, c'est la beauté du vulnérable, c'est ça, c'est que cette vulnérabilité, elle nous dit aussi des manières de faire, elle sait prendre des choses en main, c'est une écoute qu'il faut avoir parce que c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et pour moi, c'est plutôt ça, cette question du care. Alors, on utilise ce terme, proof of care, preuve de soin, preuve de concept, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a appris à le mettre un peu j'allais dire que c'est... En mineur? Oui, pas en mineur, mais on dit, voilà, c'est notre socle. Voilà, c'est le socle, c'est le socle conceptuel, mais c'est vrai que dans la manière dont on en parle aux entreprises, on évite d'entrer par ça, parce que du coup, design, déjà, je sais pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est, ou en tout cas, là, plus care, là, on a perdu tout le monde. Donc, on fait les choses correctement. On dit, c'est plutôt une forme de nouveau standard de conception qui se base sur le conseil et le design, donc ça, c'est déjà, dont le ciment entre le conseil et le design sont deux choses, c'est les humanités, c'est-à-dire les sciences sociales, les humanités dans le sens large, et les sciences du vivant. Donc on essaye de voir comment la conception, soutenue par cette question des humanités et des sciences du vivant, permet de redéfinir un nouveau standard de conception, de transformation, d'organisation, de création de lieux. Donc ça, c'est le design with care. Mais voilà, c'est la conclusion, c'est pas le dessus. Et voilà. Et là, vous parlez d'éthique du care. Est-ce qu'il y a des points, des grandes lignes de ce que ce serait, de ce que c'est l'éthique du care? Alors, il y a les 4 points dont on a parlé tout à l'heure, voilà, qui sont la question de regarder la vulnérabilité, de la reconnaître, hein, ce que je viens de dire juste avant, très important. Deuxième, à partir du moment où je regarde la vulnérabilité et je suis capable de la voir, je prends la responsabilité d'y répondre. C'est la question de la responsabilité. Troisièmement, même si je ne sais pas faire, même si l'entreprise ne sait pas faire, elle a un devoir d'apprendre et de professionnaliser. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans les éthiques du care, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire on est tous en mouvement vers quelque chose qu'on est en train d'apprendre, qu'est se prendre soin. On n'est pas avec quelque chose sur l'étagère où voilà, il y a ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire. On est tous vulnérables, on est tous dans une chronicité de cette vulnérabilité qui peut être en santé, on sait l'explosion des maladies chroniques, environnementales, sociétales. Donc il faut qu'on apprenne. Donc cette professionnalisation, elle est très importante. Et la dernière chose, c'est la réflexivité, c'est-à-dire on ne le fait pas dans son coin de manière descendante. On le fait avec les personnes concernées, avec les parties prenantes. Et c'est autant nous qu'elles qui nous disent si on a produit du soin. Donc c'est un peu, moi ce que j'aime bien dire, c'est que finalement on pourrait dire le monde de la conception venant de l'ingénierie, c'est ce qu'on appellerait en médecine la cure. Est-ce que c'est la bonne molécule? Est-ce que c'est la bonne seringue? Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que la cure est bien pratiquée? Mais dans le soin, dans ce monde hospitalier, avec la cure, il y a le care. S'il n'y a pas la cure et le care, vous avez tous fait l'expérience d'être soigné avec la bonne piqûre et le bon truc dans une expérience absolument horrible. Et du coup, vous ressortez de ça en vous disant « mais en fait, j'ai pas reçu de soin ». Alors que l'inverse, c'est pas vrai.
L'inverse n'est pas vrai. Mais tu peux ne pas avoir les molécules, bah, ça dépend de la maladie bien sûr, hein, mais on se souvient tous du bisou de la maman sur la blessure qui répare très bien. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a toujours besoin du mercurochrome? Bon, à voir, mais voilà, c'est ça. Je vois très bien. Est-ce qu'il y a des méthodes donc la méthode, c'est sans doute celle que tu évoques là. Est-ce que c'est ces 4 points ou est-ce que derrière, de manière très opérationnelle cette fois-ci, quand tu fais du design d'organisation, il y a des méthodes concrètes? Parce qu'en fait, quand Cynthia est venue te voir, c'était ça aussi, c'était, si je me souviens bien, c'est de rendre concret ce qu'elle avait en tête. Donc, comment on fait pour concrétiser? Tu vois, s'il y a des patrons de boîte qui nous écoutent, ce qui est a priori plutôt le public de ce podcast, comment on fait pour... Ok, je me dis, tiens, c'est hyper intéressant. Comment je rends concret tout ça? À quoi ça ressemble? Oui, ça ressemble à notre quotidien, effectivement, chez Sysmo. et ce qui est sûr, c'est que dans ces parties de concrétisation, il y a la question de l'enquête. Donc vraiment, on est plutôt... Ce qu'il faut accepter, c'est que la pratique du design et du care, c'est une pratique qui est qualitative. Donc on ne cherche pas à faire des grands panels qui pourraient dire quelle est l'image exacte de la situation. Non, on cherche au contraire à identifier quels sont les individus, les situations les plus critiques, qu'on regarderait le moins, et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre du reste. Donc, par exemple, on va plutôt voir dans une BU, plutôt je sais pas, les personnes en situation de handicap. On peut aller voir des gens qui ont eu une problématique managériale assez importante, etc., etc. On va plutôt voir de ce côté-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette enquête, on va transformer tout ça dans ces outils de dialogue, qui sont des outils graphiques et analytiques. Donc, c'est vraiment de pouvoir projeter de façon visuelle pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille aussi sur cette vulnérabilité, on accepte que toutes les personnes parties prenantes de l'entreprise et ailleurs comprennent de quoi on parle. Donc on n'est pas dans des trucs hyper professionnels avec des langages très souterrains où seule cette partie managériale va comprendre de quoi on parle. Non, il faut aussi bien pouvoir parler à tous les niveaux de l'entreprise et travailler avec eux à de la co-création de façon coopérative sur les sujets qu'on veut régler en premier. Et ensuite, comme on le disait, passer par l'expérimentation, parce que l'expérimentation, c'est elle qui va faire du collectif, et c'est elle qui va redonner cette encapacitation, cette certitude qu'on peut avancer sur les sujets sans que ça dégouline du haut. Voilà, en se disant en fait, voilà, par ces collectifs de personnes concernées, on se rend compte qu'ensemble, on est beaucoup plus fort pour trouver des solutions et les mettre en œuvre. Et ensuite, on les déploie de façon plus classique, on va dire. Quand je pense à ce que tu décris, il y a un mot qui me vient, en tout cas, il y a des idées qui me viennent où je me dis, ce que moi j'observe, c'est beaucoup et on en parle beaucoup en France de manière générale, de la perte de lien. C'est-à-dire, en fait, il y a une cassure qui s'est faite entre les élites et puis le peuple, entre les médias, le peuple, les chercheurs, le peuple, voilà. Et donc, la conséquence, c'est qu'il faut restaurer. Et la question que j'ai envie de te poser à toi, designer, ça t'évoque quoi le mot restaurer, et particulièrement dans ce concept-là? Alors, restauration, il se trouve que nous, on restaure un bâtiment dans la Creuse, donc c'est la même chose. Pour moi, il y avait une grande... comment il s'appelle, Ruskin et Viollet-le-Duc se battaient à cette époque-là de Maurice en se disant, alors Viollet-le-Duc, il voulait restaurer pour que ça apparaisse tout neuf comme, voilà, on voit Carcassonne, tout est 15e siècle, nickel, comme s'il n'y avait pas eu d'accident de vie sur ces bâtiments. Voilà. Et Ruskin, il disait le contraire. Il disait la restauration, c'est accepter de montrer les marques du temps, c'est accepter de laisser des cicatrices pour qu'on comprenne dans quel endroit de la restauration on est, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et cette restauration, c'est quand même l'acceptation de la vulnérabilité, de la laisser, de montrer qu'elle est là, et qu'en fait, c'est pas honteux. Donc, restaurer des principes, des manières de faire, c'est aussi laisser vivant des cicatrices qui peuvent être présentes dans des systèmes. Et ça me semble quelque chose d'assez compliqué pour le monde de l'entreprise, qui aime plutôt bien que les choses soient bien net et qu'on soit dans un système où j'allais dire, voilà, tout soit maîtrisable et maîtrisé. Et la deuxième chose par rapport à ta question, c'est que ce dont on se rend compte, c'est que plus on a besoin, en fait, tout le monde aujourd'hui a besoin d'expérimenter des solutions et de se dire, mais moi, moi aussi, à mon échelle, je vois ce que je pourrais faire pour ça. Et plus l'expérimentation grouille en bas,
et plus la tête a envie de dire ah, on voit ce qui se passe maintenant, là, socialement, là, ce moment, la politique particulièrement. C'est exactement ça. Il y a une espèce de raidissement en se disant encore moins que d'habitude. Non, encore moins que d'habitude, je vais laisser la place au fait que d'autres choses puissent être expérimentées, mises en débat, etc. etc. Et cette raideur-là, dans ces moments de transformation, elle existe particulièrement dans les organisations, dans les grandes organisations. C'est un fait que je vois, moi, dans les projets qu'on a. La question qui vient et qui me semble assez logique, c'est est-ce qu'il existe une économie du care? Est-ce que ce care, il y a quelque chose derrière de manière concrète? Est-ce qu'on peut définir une économie ou est-ce que c'est nécessairement une forme de décroissance? Enfin, comment? Oui, enfin, je ne sais pas comment je peux répondre justement à cette question. Enfin, l'économie de la vulnérabilité, elle existe. Hein. Si on étend l'économie du care, peut-être j'aurais un peu de mal à te répondre précisément. Mais l'économie de reconnaître la vulnérabilité, c'est une économie qui a du sens, notamment par rapport au la cure, le care. On se rend compte, par exemple, que si votre pratique du care dans un environnement de soins, par exemple, vous allez faire des économies, déjà parce que vous allez faire moins de cures. C'est des choses très très simples. Hein. L'autre fois, je lisais une étude. Quelqu'un qui est en post-traumatique dans une chambre d'hôpital, s'il est face à une vue, un horizon avec un arbre ou même un poster, il va revenir moins à l'hôpital que quelqu'un qui est devant un mur avec du béton. Si en plus il a quelqu'un qui lui parle correctement, qui vient lui dire les choses de manière différente que celle de la cure, c'est-à-dire en acceptant d'écouter son expérience, il reviendra beaucoup moins aussi en post-traumatique. Donc il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre des économies, faire des économies en pratiquant le care, ça c'est quelque chose de très important. Et de l'autre côté, de l'économie dans le sens où oui, il y a déjà beaucoup de métiers qui sont dans le care en fait. Alors on les voit pas trop, on a parlé beaucoup des invisibles pendant la pandémie. Mais cette économie-là, c'est une économie qui a beaucoup plus de potentiel d'accompagnement, de force qu'on laisse un peu là comme ça sous terre, etc., mais qui est beaucoup plus forte que ce qu'on veut bien entendre pour les organisations. J'ai cité Martin Serralta tout à l'heure, je vais le reciter une deuxième fois. Il m'a dit un truc que je trouvais vraiment intéressant, c'est que les imaginaires autour du leadership et autour du care, ils s'opposent. C'est-à-dire que le leader dans l'imaginaire collectif, ça reste un imaginaire, mais il est plutôt masculin, plutôt optimisé, plutôt efficient, plutôt bien payé. Et les personnes en charge du care, c'est plutôt féminin, des femmes, des infirmières, des femmes au foyer, c'est plutôt non efficient et c'est plutôt pas bien payé. Et donc, a priori, ça s'oppose. Ce que toi tu dis, c'est qu'en fait, il y a une réalité de l'économie du care, ce qui me semble assez évident, mais en même temps, dans nos imaginaires collectifs, c'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque quand je te dis ça, ces deux imaginaires? Moi, je pense qu'ils sont tout à fait justes. Il faut quand même se souvenir que les éthiques du care ont été au départ une critique morale, justement, qui disait « Non, mais en fait, la question du soin n'est pas une question de genre. Arrêtez avec ça. » Et ça date de plusieurs décennies, 50 ans. Et qui était de dire, ce n'est pas vrai que ce sont les femmes qui prennent soin. C'est une construction culturelle. C'est une construction culturelle qu'il faut déconstruire. Donc c'est parti de là, cette question de la vulnérabilité, etc. etc. Et aujourd'hui, on y est encore, ça n'a pas bougé. Enfin, ça a bougé à la marge, on va dire. Ça n'a pas bougé. On a au moins la discussion tous les deux. Voilà, oui, en tout cas, oui, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment avant de... Moi, mon intuition, c'est que demain, justement, ce leadership, c'est les personnes qui arriveront à emmener ces équipes-là, ça va complètement se transformer. C'est justement celles qui seront porteuses de ces éthiques du care. Alors peut-être que ça sera beaucoup plus féminin, pourquoi pas, on n'en sait pas, mais en tout cas, c'est une évidence qu'il y a une compréhension de ce qu'est la manière d'accompagner, de faire vivre, de respecter et de se faire respecter dans les éthiques du care qui est extrêmement pertinente. Simplement, il faut arriver à casser la gangue de ce truc un peu masculiniste, pouvoir, etc., etc. Et là, il y a du boulot, il faut le dire, il y a beaucoup de travail, parce qu'il y a une peur de lâcher les choses, quoi, de dire est-ce que la vulnérabilité dans l'entreprise, tout de suite, on a l'impression de parler de faiblesse, on a l'impression oulala, on va faire du misérabilisme sur les petites gens, il y a un truc qui est assez odieux là-dedans, alors qu'au contraire, c'est quelque chose, moi ce qui me frappe, c'est quand j'accompagne des dirigeants, je leur fais toujours faire cet exercice de reconnaître 1, 2, 3 vulnérabilités qu'ils ont. Au quotidien,
dans leur boulot. Mais ils ont tous un exemple, hein. Ils ont tous quelque chose à dire. Ils ont tous quelque chose où ça leur fait vraiment mal et où ils se disent, parfois c'est des toutes petites choses, mais ils se disent, la dernière fois je pense à quelqu'un dans une boîte du CAC qui me dit, moi là par exemple aujourd'hui, dans l'agenda que j'ai, les espaces dans lesquels je vis, aujourd'hui j'ai pas le temps et j'ai honte de ne pas pouvoir prendre un rendez-vous de médecin pour mon fils. Parce que pas de confidentialité, parce que enchaînant les trucs, avoir toujours quelqu'un à côté de soi, etc., etc. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui se traite. Faut le travailler aussi. Faut le reconnaître. Faut voir comment. Et on en a plein partout des vulnérabilités. Et les gens ne sont pas plus. Cette vulnérabilité individuelle, elle fait aussi écho à des vulnérabilités sociétales et environnementales. Et les dirigeants, je pense, sont à la porte de l'entendre. Et du coup, d'arriver à se transformer par rapport à ça. Tu parles d'environnement, nécessairement, on va en parler. En fait, on a parlé au tout début du design des objets, du capitalisme, du fait que forcément, quand tu produis des choses, alors en fonction de où est-ce que c'est produit, comment c'est produit, c'est quoi la répartition de la valeur, etc., quel est l'usage, c'est très relatif, et voilà. Mais comment on reconnecte avec le vivant et le prendre soin du vivant là-dedans? Alors là, j'ai eu des grosses discussions avec une chercheuse qui s'appelle Alix Kosker sur ce sujet. Et en fait, il y a plusieurs points un peu de bascule qui ne sont pas tous des bonnes nouvelles. Le premier, que je trouve assez dur, c'est qu'en fait, notre perception de l'état du monde se cale de façon générationnelle. C'est-à-dire que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont en tête un état du monde qui leur semble la normalité, dont ils estiment une dégradation. Nous, de notre génération, on a en tête un état du monde qui était sur des petites images toutes bêtes. Ah bah oui, moi quand j'avais 20 ans, je prenais la voiture, j'avais plein de moustiques sur mon pare-brise. Bon, et il n'y a plus ça. Et donc le minimum de perception de l'état du monde, il recule avec les générations. Donc en fait, on peine aussi parce qu'on dégrade notre monde en même temps qu'on change de génération. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Et la deuxième chose, et je dis que ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on est tellement loin de ça dans les organisations, c'est qu'une des seules manières de s'approprier cette problématique environnementale, c'est de faire du terrain. Tant qu'on n'a pas ça dans le corps, tant qu'on n'est pas sur le terrain, tant qu'on n'est pas en train de se mettre ça dans le corps, d'avoir une expérience de nature, une expérience du concept de nature, quel qu'il soit, on n'y arrive pas. Ça reste abstrait, on le voit de loin, on voit tous les chiffres, on lit les rapports, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se le faire rentrer dans le corps. Donc nous, c'est le travail qu'on fait à la commanderie, c'est qu'on emmène les gens là-bas, et on les plonge, mais ça n'a pas besoin de beaucoup, hein. Il y a juste de dire, voilà, ok, ça, c'est comme ça que ça fonctionne un arbre, c'est comme ça que ça se plante, les racines nues, c'est à tel moment, etc., etc., ou quand on forge, ou quand, etc. On remet le corps en route, et ça, pour moi, c'est un des enjeux clés de la question de la vie de l'entreprise pour qu'elle reste une société qui fasse société. Ça, pour moi, c'est hyper pertinent. Et la question de l'expérimentation dont je parlais tout à l'heure, des proof of care, permet de revenir à cette question du corps, sans laquelle on restera là dans l'abstraction. Et l'abstraction, elle n'est pas une urgence. Hein. L'abstraction, on peut toujours la changer de place. Quand tu parles de nature, d'environnement, tu as parlé tout à l'heure de horizon. Il y a aussi un concept de silence qui te semble important. C'est quoi la place de l'horizon et du silence pour toi dans le design ? Alors ça fait partie de la charte qu'on a écrite avec Cynthia Fleury, qui s'appelle « Ce qui ne peut nous être volé », qui est une charte qu'on a publiée au Tract Gallimard. Et c'est 10 points, c'est 10 points de conception, 10 points très pragmatiques sur, justement, dans un environnement quel qu'il soit, qu'est-ce qu'on veut absolument préserver si on veut préserver notre humanisme, si on veut préserver notre environnement. Donc ça fait écho à la charte de Le Corbusier, qui était la charte d'Athènes, ça fait écho à la charte d'Alborg, qui était une charte beaucoup plus urbanistique et sur la co-conception. Et dans ces 10 points, il y a notamment des points qui sont la question de l'horizon, préserver l'horizon, et ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur un point de vue philosophique et sur un point de vue de design. Préserver une vue, c'est se dire que les environnements dans lesquels on est, on a besoin d'être dans des endroits où il y a des vues, où il y a des horizons, où on voit des choses, mais c'est aussi garder pour soi de la perspective. Et on ne peut pas être dans un environnement de travail ou autre
où si on n'a pas la perspective concrète, on n'a plus la perspective pour soi. On peut plus se projeter, on n'a plus d'issue. Tout ça, cette question de la vue, elle est très importante pour ça. La question du silence, c'est un des autres points de la charte, c'est les 4 fonctions du silence. Dans tous les environnements, le silence, c'est une qualité de notre rapport au monde. C'est une qualité parce que, par exemple, si vous voyez l'état de santé des gens dans une ville, il est totalement dégradé dans les endroits où c'est le plus bruyant. Le bruit fait de la maladie. Mais le silence, c'est aussi, dans le dialogue politique, notre capacité à s'écouter. Le silence qu'on laisse pour l'autre, le silence qu'on accepte d'avoir pour laisser rentrer les choses. Donc ça, c'est par exemple une fonction. Il y a aussi le silence pour l'accès au sacré. Alors là, je ne parle pas de religion, mais le cognitif, de se dire, c'est en silence qu'on peut aussi se poser, réfléchir à ce qu'on a envie de faire, être dans une situation qui nous fait du bien, etc., etc. Et donc, c'est vraiment toutes ces fonctions qu'on essaye de travailler pour essayer de voir comment, si on prend par exemple, on redessine un bureau, on redessine, si on met ces fonctions-là, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans les usages? Qu'est-ce que ça change dans les pratiques? Comment on peut intégrer ces gens dans ces modes de conception. Donc c'est des points très pragmatiques comme ça, et puis ça peut être des points de conception, donc les proof of care, mais aussi on a fait une petite diversion sur le design thinking avec son fameux double diamant. Donc nous on s'est dit ça, c'était très managérial, on a un peu marre de faire du post-it, etc. Donc nous, avec le design with care, on a appelé ça le double Damasio, donc qui fait référence aux 2 auteurs Damasio, Damasio et les furtifs en SF, donc la projection de faire les choses aussi parfois un peu en dehors des normes, un peu sous les radars. On n'a pas envie d'être capté tout le temps, on est déjà capté tout le temps avec notre téléphone, notre truc, notre machin. C'est un droit individuel à pouvoir être aussi à des endroits où on ne sait pas où on est, où les gens ne savent pas où vous êtes, etc. Et c'est là-dessus qu'il y a aussi de la création. Et puis le Damasio qui travaille sur l'homéostasie. La question des équilibres, on est un corps malade est un corps qui recherche un équilibre de santé. C'est vrai pour une organisation. Une organisation malade est une organisation qui est en train de tester comment retrouver un équilibre de santé pour pouvoir se mouvoir dans un monde plus vivant. Est-ce que tu veux nous parler des autres points de la charte ou... Oui, il y en a quelques-uns. Alors, je ne sais pas si je les aurais tous en tête tous, là, mais quelques-uns qui semblent essentiels. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est la question du compagnonnage. Le compagnonnage, c'est la manière d'être ensemble, en fait. Et cette manière d'être ensemble, c'est... Les compagnons, ils disent souvent faire et se faire. Et c'est exactement ça, c'est qu'en faisant ensemble, en se mettant en pratique ensemble, en expérimentant ensemble, on se fait, on se transforme aussi. Ça rejoint ce que je te disais sur la manière d'appréhender la question environnementale. Il faut que ça soit d'en faire et se faire. Ça semble quelque chose qui est important. Alors, il y a quelque chose qui est un peu plus loin de l'entreprise, et encore, qui est le soin aux morts. Donc on l'a vu aussi pendant la pandémie, plus avoir accès à des proches qui sont en train de mourir, etc., c'est d'une violence sociale qui est impossible. Et aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, on peut parler, par exemple, des questions autour de la charte INCa, cancer en entreprise, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Cette vulnérabilité-là, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise quand vous avez un collaborateur qui fait face à un décès ou le décès d'un collaborateur? C'est un peu des angles morts. C'est des angles morts parce que on va essayer de faire en sorte que ça n'existe pas trop, l'accompagnement il est assez... si ça pouvait tout revenir à la normale assez rapidement. Donc ça aussi c'est un très gros point de vulnérabilité par exemple. Donc c'est tous ces points qui font, on le voit bien, la perspective, le silence, le compagnonnage, le soin à mort, il y en a d'autres, c'est les points de notre humanisme, c'est les points qui font qu'au quotidien, quel que soit l'endroit dans lequel on est, une organisation privée, publique, citoyenne, une asso ou chez soi, c'est des choses qu'on doit préserver et il faut se battre pour ça. La furtivité nous permet de nous battre pour ça. Si l'état de droit, si la structure d'une entreprise ne laisse pas la place à cette forme de furtivité, on est obligé d'être dans un truc serré à mort et puis les gens en crèvent, quoi. On en crève de ne pas avoir la capacité d'agir. Et c'est ça qu'il faut desserrer et accepter, et c'est pas un manque de maîtrise que d'accepter la furtivité de quelques-uns au sein d'un système. Ça fait penser, parce que c'est marrant que tu parles de la mort, parce que j'allais t'en parler à la question d'avant, et finalement je n'ai pas rebondi, mais je vais le faire. Il y a le sociologue Michel Maffezoli qui nous dit, qui a dit sur Vlan, en l'occurrence sur mon autre podcast, une société qui est pas à l'aise avec la finitude, c'est une société qui est malade.
et c'est dans le cadre du Covid. Et je serais très curieux de t'entendre aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, la mort fait partie de la vie de manière très, très évidente, et pourtant, justement, pour revenir à l'hôpital, on essaye de la mettre à distance, on essaye de la rendre pas belle, mais en tout cas la plus facile possible, alors qu'en fait, mais on a enlevé tout, et pour revenir sur, tu parlais du sacré tout à l'heure, on a enlevé tout le sacré qui était autour. C'est-à-dire qu'avant, la mort, c'était un peu sale, ça sentait mauvais, etc. Mais on était autour de ces morts, on les accompagnait, et c'était important pour les gens qui restent, comme pour la personne qui part. Et ça, on a tout enlevé, on a homéopathisé la mort, quelque part. En termes de design, je serais très curieux de voir comment toi, tu envisages le sujet. Il y a un exemple que j'ai... Ouais, mais je vais donner un exemple qui est très proche du design, que je pense que tout le monde va comprendre. C'est un exemple que donne Lévi-Strauss dans un de ses terrains qu'il fait, où il parle de la vannerie. Et il cite un peuple qui fait des contenants en vannerie avec un certain nombre de motifs. Et donc ces contenants, ils ont un usage, ils sont là pour aller ramasser telle ou telle chose. Et il dit que l'esprit du vannier, donc qui a construit cet objet, met des défauts dans les motifs, 1 ou 2 défauts, qui sont quasiment imperceptibles, mais qui vont permettre à l'esprit de la vannerie de retourner à la forêt quand le panier sera usagé, troué, etc. Et je trouve que cette histoire-là, moi, elle me marque beaucoup parce que c'est ça qu'on a perdu. On a perdu le sens de ce lien profond, de cette continuité qu'on a entre ce qu'on produit, que c'est tellement à l'artificiel qu'on a l'impression que ça ne vient plus de la terre, que ça ne vient plus de nous, que ça ne vient plus... Voilà, ça tombe d'une presse à injection. Voilà, voilà. Et du coup, on a perdu aussi le fait que penser ce lien avec ce retour à la terre, c'est quelque chose qui devrait être pensé aujourd'hui dans tout ce qui est produit. Et je ne parle pas que des objets, c'est aussi dans tout ce qu'on fait, dans la manière dont on se comporte. Si on avait cette perspective de se dire à un moment ça retourne à la terre, et du coup on n'a pas envie que ça pollue tout, ça changerait beaucoup les perspectives de nos modes de conception. Parfait. Une dernière question, ça va être une réaction par rapport à une citation de Cynthia Fleury dans un de ses ouvrages, dans un de ses tracts, qui dit une société qui n'est pas soi n'est rien. Je serais très curieux de t'entendre aussi de dire ça. En fait, j'allais dire, la démonstration, elle est assez forte. Je veux dire, si on est regroupés ensemble dans des endroits qui nous font, pourquoi? Autrement, on serait tous chacun dans notre coin et puis on se débrouillerait tout seul, quoi. Mais la première des choses qui a fait qu'on s'est regroupés, peut-être dans un premier temps, dans des familles élargies, etc., c'est bien qu'on prenait soin les uns des autres. C'est bien qu'à un moment, il y avait besoin pour que la vie soit possible, pas ensemble, que la vie soit possible tout court, qu'on soit ensemble, pour que certains qui avaient plus de vulnérabilité sur certaines choses puissent prendre soin de d'autres, etc., etc. Donc c'est un peu le socle de la société, c'est un peu le socle de ce monde de l'ensemble. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de réfléchir à cette citation en se disant comment j'embrasse aussi l'environnement autour de moi, c'est-à-dire les humains et le non-humain. C'est vraiment d'arriver à se dire ça fait quelque chose qui produit du soin pour tous. On produit du soin pour le non-humain, pour l'écosystème, qui nous rend au quintuple la vie possible. Enfin, sans ça, ça ne va pas aller, quoi. Donc, cette solidarité commune, c'est celle-là qu'il faut dessiner à dessin. Parfait. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Et sinon, moi, je vous donne rendez-vous à un nouvel épisode. Merci.